Bonjour chers auditeurs de Rewmi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio Rewmi FM vous propose tous les samedis à partir de 9h et nous recevons ce matin Barnabé Diémé. Il est le secrétaire général régional du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire section Sédhiou. Barnabé Diémé, bonjour et merci d'être là ce matin à Rewmi FM. Bonjour Madame Paye. En tout cas, je suis honoré par cette invitation et je tiens à saluer les à saluer également tous ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent. Je rappelle que je suis le secrétaire général régional du SAEMS de Sédhiou. Je suis également le coordonnateur du G7 au niveau local. Je suis professeur au lycée Ibou Diallo où j'ai fait tout mon cursus. Et également, je suis fils de la région et voilà, un amoureux de la lecture, etc., etc. Alors donc, merci encore pour cette invitation et pour nous permettre de nous exprimer, de nous expliquer et de partager sur les questions d'éducation parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes dans le secteur, nous aimons le secteur, nous voulons contribuer au développement de ce pays par l'enseignement, par l'éducation, mais également par la formation des apprenants. Donc, je pense que notre rôle dans ce pays est extrêmement important. C'est quelque chose à prendre au sérieux et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, nous alertons pour que les autorités puissent nous écouter et régler le problème le plus rapidement possible. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Barnabé Diémé, secrétaire général régional du SAEMS section Sédhiou. Barnabé, vous êtes en mouvement d'humeur cette semaine. Que dénonciez-vous? Voilà, madame, figurez-vous qu'à chaque fois qu'un enseignant décide de déclencher un mot d'ordre, il le fait la mort dans l'âme. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous sommes des enseignants, nous aimons enseigner, nous voulons contribuer au développement de ce pays et à la formation des jeunes de ce pays. Alors, dans le département de Sédhiou, nous avons rencontré quelques difficultés qui peuvent être résumées en 3 points. Et ces difficultés ont été soumises à l'autorité. Et la première difficulté, c'est lié à la gestion démocratique du personnel. Voilà, on a constaté que dans le département de Sédhiou, dans l'IF de Sédhiou plus précisément, depuis quelque temps, le personnel est géré sans concertation avec les partenaires sociaux. Quand je parle de partenaires sociaux, je parle des syndicats. Alors que dans un passé récent, je me rappelle bien en 2019, c'est avec l'autorité dans son bureau où on avait décidé de cette gestion concertée qui vient du niveau national. Parce que c'est l'État du Sénégal lui-même qui s'est impliqué dans ce processus. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout le sens qu'on donne au Haut Conseil du dialogue social. Alors on n'a pas compris pourquoi au niveau local, alors l'autorité se comporte ainsi. Alors donc, on a décidé de le rencontrer pour lui dire que mais nous faisons partie du processus et qu'il faut nous consulter parce que il y a des segments que vous maîtrisez, mais il y a des segments que nous maîtrisons et que la gestion concertée ne gâche en rien la réalisation du processus. Ça ne fait que faciliter, ça ne fait que permettre aux gens d'éviter certains conflits ou certains problèmes. La deuxième chose, c'était lié aux chargés de cours. Alors, on a constaté que dans les autres départements de la région de Sédhiou, c'est-à-dire Goudomp et Bounkiling, il y a en fait les chargés de cours qui peuvent déposer facilement leurs dossiers et ces dossiers atterrissent au niveau de l'IA. Mais dans l'IF de Sédhiou, il y a un tri qui s'effectue ou qui s'opère. Mais c'est ce tri-là qu'on n'a pas compris. On s'est dit, mais pourquoi dans les autres départements, les gens déposent et ça atterrit au niveau de l'IF et que dans le département ou dans l'IF de Sédhiou, qu'il y ait ce tri. Alors que les dossiers qui sont déposés à l'IA et non pas à l'autorité de l'IF. Alors ça également nous a frustrés. On a provoqué, disons, une rencontre avec l'IA pour en discuter, pour arrondir ces points. Alors la dernière question, c'était liée aux indemnités où également on a observé une certaine rupture. Nous appartenons tous à la même académie. Nous avons tous été aux examens au même moment. Nous avons effectué le même travail. Mais au moment où il faut payer les indemnités, on s'est rendu compte que les deux départements, c'est-à-dire Goudomp et Bounkiling, ont eu à boucler le versement des indemnités aux enseignants, mais à Sédhiou, ni pour le certificat, ni pour le bac, ni pour le BFM, il n'y a eu aucune réaction.
Alors là, on s'est dit que bon, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que l'on s'adresse à l'autorité pour que l'autorité puisse prendre les décisions ou nous donner les explications, le pourquoi et le comment des choses qui sont en train de se passer. Et donc, c'est pour cela qu'on a dû décréter lundi passé un mot d'ordre de débrayage suivi d'une assemblée générale. Et le lendemain, c'est-à-dire le mardi, un mot d'ordre de grève totale. Donc voici la raison de notre mouvement le lundi et le mardi passé. D'accord. Egier, vous avez évoqué la question des chargés de cours. Qui est chargé de cours et qu'est-ce qui les différencie des autres enseignants? Alors, un chargé de cours est un enseignant qui intervient à l'élémentaire. Et parmi ces enseignants, il y en a qui ont des diplômes académiques ou qui ont acquis des diplômes académiques après le recrutement. Donc, ils ont la licence ou ils ont le master ou ils ont un autre diplôme. Maintenant, puisqu'il y a un déficit d'enseignants, des fois, il n'est pas possible de recruter ou d'organiser ou d'attendre l'année prochaine pour qu'on nous envoie des enseignants. Donc, l'inspecteur de l'académie regarde parmi ces instituteurs les gens qui ont certains diplômes et qui sont aptes à aller enseigner. Et aussi, il y a des enseignants qui manifestent le même désir pour aller enseigner soit au moyen, soit au secondaire. Donc, c'est ça qu'on appelle les chargés de cours. Donc, quand ils ont ces diplômes, ils veulent progresser et chaque personne, n'est-ce pas, a cette ambition de progresser dans son travail. Donc, c'est pour cela qu'ils ont la possibilité d'aller déposer leur dossier pour qu'on les prenne comme chargés de cours au collège ou au lycée. Maintenant, pourquoi le dossier n'arrive pas au niveau de l'IEF? Bon, l'explication qu'on nous a fournie, c'est que l'IEF veut plus ou moins préserver ses ressources parce que laisser partir ces enseignants, ces instituteurs au moyen et au secondaire, de lui poser des problèmes ou d'aggraver son déficit d'enseignement. Mais bon, ce qu'on s'est dit, c'est que si les dossiers qu'on dépose sont destinés à l'IEF, on n'a qu'à envoyer ça à l'IA. L'IA fera son choix en fonction de ses besoins. Ceux qui sont aptes, il les retiendra. Ceux qui ne sont pas aptes, il rejettera le dossier et voilà, il y aurait pas tout ce problème. D'accord. Vous avez évoqué la question des indemnités. À vous entendre parler, on dirait qu'il existe une inégalité concernant les indemnités des enseignants. Oui, effectivement, dans le versement, parce que des gens qui sont partis au même moment et dans la même académie, c'est-à-dire dans la même région, alors devraient plus ou moins recevoir, disons, l'argent, en tout cas leurs indemnités au même moment. Mais bon, le problème c'est que Bunkiling et Goudomp ont bouclé le paiement, alors que Sédhiou, au moment où je vous parle comme ça, n'a pas bouclé cette affaire. Il a fallu que l'on déclenche un mot d'ordre pour que le lundi, au moment où on tient une AG, qu'on nous envoie des messages pour nous dire que l'argent sera disponible à 15 heures. Ce qu'on aurait pu éviter parce que, on n'a pas compris pourquoi ce retard. Bon, on nous parle de problèmes informatiques. Nous, on avait alerté depuis le 4 octobre parce qu'on a vu toutes les académies qui nous entourent, Ziguinchor, Kolda, etc., avaient déjà payé depuis longtemps. Ils ont même oublié cette affaire-là et qu'à Sédhiou, ça traîne. Voilà. Et ça vous arrive souvent? Non, ça ne nous arrive pas souvent. Mais cette année, quand même, on a constaté cela. Voilà. L'année passée, ils ont payé assez tôt, mais cette année, on a constaté qu'il y a eu une lenteur extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pas seulement le bac. On a eu également des lenteurs sur le paiement du salaire des contractuels. Voilà. Donc, on a eu à constater, on a eu à interpeller l'autorité. Voilà, qui nous a dit également que c'est ce type de problème informatique, etc. Donc, depuis septembre, début octobre, jusqu'à aujourd'hui, on est le 26 novembre. Alors, le problème informatique qui ne peut pas être réglé, moi, je suis un peu dubitatif parce que quand même, le Sénégal, je pense qu'avec le niveau de technicité qu'on a atteint, lever un problème informatique lié au paiement ne doit pas poser de problème. Voilà. D'accord. Et le mot d'ordre a-t-il été bien suivi? Oui, absolument. Le mot d'ordre est très bien suivi. Moi, je vous donne l'exemple de mon lycée. J'y suis passé, mais le lycée était fermé, honnêtement. Et là, l'école élémentaire où on a tenu l'assemblée générale
étaient également fermées, hein, et on a eu le rapport de tous nos représentants dans chaque établissement du département. Alors, les classes n'ont pas fonctionné. Donc, je tiens à rappeler que aussi, dans la région de Sédhiou, le G7 est extrêmement bien représenté. Oui. Quand nous donnons un mot d'ordre, il est très bien suivi parce que les enseignants comprennent que c'est pour leurs intérêts et non pas pour aller vaquer à d'autres occupations. Donc, on veut que ces choses-là soient réglées d'art. Et donc, les gens ont bien respecté. Et bon, l'autorité est en train de s'exécuter pour mettre fin à cette, disons, en tout cas pour accélérer le paiement des indemnités. D'accord. La question des indemnités semble être réglée selon vous, mais pour les autres points, donnez-vous un ultimatum au gouvernement pour trouver une solution? Oui, effectivement. On a rencontré les autorités hier. Alors, dans cette rencontre, on a eu à préciser certains points. Concernant le chargé des cours, parce que puisque les dossiers étaient disons, retenu au niveau de l'IEF. Alors, ce qu'on a retenu, c'est que ça, en collaboration avec l'inspecteur de l'académie, c'est que maintenant, on va procéder à des appels à candidature. Et à partir de ces appels à candidature, les gens viendront déposer les dossiers au niveau de l'IEF et tous les dossiers qui sont déposés seront envoyés directement à l'IA. L'IEF ne fait que le contrôle qualité. Voilà. Maintenant, il revient à l'IA. L'IA verra quels sont les dossiers les plus pertinents avant de les proposer au ministre, et le ministre va valider pour que ces gens-là soient pris et que les autres soient, en tout cas, remerciés. Alors, sur ce problème-là, je pense qu'on a bien avancé et c'est OK maintenant. Maintenant, concernant la gestion démocratique du personnel, on a retenu que maintenant, la gestion sera encore plus concertée. Et que quand on va décider de redéployer des gens, quand on va décider de faire déplacer du personnel, alors l'IEF informera les concernés d'abord pour tenter de les calmer, parce que des fois c'est un peu difficile, un père de famille qui s'installe, qui prend ses habitudes, etc., et qui, un matin, on lui dit, vous allez à 80 km de votre lieu, donc vous voyez que c'est un peu délicat. Ou une femme qui est dans un certain état, et voilà, que vous, sans la consulter, vous décidez de l'envoyer, et après vous vous rendez compte que, voilà, elle pourra pas faire. Donc là, il y a nettement des déficits de communication. Donc, il va informer, communiquer avec nous, se concerter, parce que nous également, nous connaissons certaines réalités. Hein, et je rappelle que nous ne nous opposons pas au redéploiement, ou en tout cas au déplacement du personnel. Nous ne voulons pas être également à la place de l'IEF pour décider qui va aller ou qui ne va pas aller. Mais à chaque fois que lui, il désigne quelqu'un, qu'on nous associe, qu'on puisse trouver des solutions et que nous-mêmes, parfois, nous puissions être garants par rapport à certains aspects liés à la question. Donc, sur ce problème-là, l'IA va se concerter davantage avec nous. Et d'ailleurs, même un comité va être mis en place où, maintenant, chaque début d'année, on va exposer nos problèmes et puis on va discuter avec lui. Et je pense que ça évitera tout ce type de problème. D'accord. Et quel sera le prochain plan d'action si rien n'est fait, ou bien vous êtes confiant? Oui, je pense que sur tous les points qu'on avait posés sur la table, on a obtenu satisfaction quand même, sauf sur l'affaire du bac. Et là aussi, je tiens à attirer l'attention de l'autorité, parce que la date butoir, c'est le 30. Et donc, si au-delà du 30, les gens qui sont allés corriger le bac n'arrivent pas à entrer dans leur fonds, eux-mêmes, ils savent que les enseignants ne les attendront pas dans les classes. On ira à l'IA protester pour que les gens puissent nous verser, parce que la date du 30 est une date extrêmement importante et ça a été décidé de commun accord entre le ministère, entre l'État et les syndicats. Donc, si le 30, les gens constatent dans leur compte qu'il n'y a pas les indemnités, alors ça risque de perturber encore le système scolaire. Et vraiment là aussi, je me désole de cette situation parce que je ne peux pas comprendre qu'un enseignant qui a fait le travail au mois de juillet, 4 mois après ou 5 mois après, alors il est obligé de déclencher un mot d'ordre pour qu'on puisse lui remettre en fait son dû.
C'est vraiment déplorable pour le système. Et là, nous, on ne comprend pas l'administration. Il n'y a que les enseignants qui restent 5 mois sans percevoir le dû pour le travail qu'ils avaient déjà effectué. Donc, c'est aberrant. Oui. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume qui reçoit ce matin Barnabé Diémé, le secrétaire général régional du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire section Sédhiou. J'ai 7145, c'est le nombre total d'abris provisoires recensés sur toute l'étendue du territoire national cette année. Sédhiou en a quand même une part importante, 666 en tant qu'enseignant. Comment travaillez-vous dans ces conditions? Bon, dans des conditions extrêmement difficiles et également dans des conditions défavorables pour nos apprenants. Parce que, madame, je vous dis, dans certains établissements, je me rappelle bien, en début d'année, j'étais en visite au lycée de Karantaba. Le lycée était quasiment fermé. Ils ont dû squatter, excusez-moi du terme, une école élémentaire où les cours du lycée se tiennent, où même le bureau du proviseur se trouve dans une école élémentaire. Est-ce que vous vous rendez compte sur l'impact sur la qualité du travail, mais également sur l'environnement? Donc, dans nos points de revendication au niveau national, les conditions de travail figurent de plus en plus à une place assez importante. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'ici à Sédhiou, depuis combien d'années, les gens continuent à construire, continuent à construire des abris provisoires, alors que cette question devait être réglée. C'est anormal qu'un apprenant, qu'un fils du Sénégal, soit dans ces conditions. Et donc, nous, ça nous pose plusieurs problèmes. L'enseignant, il n'est pas protégé parce qu'à certaines heures de la journée, ici, voilà, le soleil tape dur. Alors, vous voyez les rayons qui s'infiltrent et qui mettent mal à l'aise et l'enseignant et l'élève. Mais pire encore, on est obligé d'attendre la fin de l'hivernage qu'on soit sûr qu'il ne pleuvra plus pour mettre les abris. Et on est obligé de les enlever très tôt pour éviter que la pluie ne les détruise. Et par conséquent, le quantum horaire de l'élève est entamé. Et les gens ne le disent pas, c'est ce qui entame le plus le quantum horaire des élèves. Donc les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent ici, c'est extrêmement important. Donc, je ne peux pas comprendre que le lycée de Marsassoum soit encore en majorité en abri provisoire. Je ne peux pas comprendre que dans certains collèges, qu'il y ait encore des abris provisoires. Je ne peux pas comprendre que le bloc administratif ne soit pas fonctionnel. Je ne peux pas comprendre que les latrines, dans certaines écoles, il n'y a ni latrine ni eau. Mais dans quelles conditions on va faire travailler les élèves et les apprenants? Il n'y a pas parfois de clôture, etc. Donc c'est extrêmement dommageable. Et pour un pays comme le Sénégal, je pense que ces questions auraient dû être dépassées depuis très longtemps. D'accord. Aujourd'hui, on dirait que l'espoir est perdu. Il n'y a plus d'espoir concernant cette question d'abri provisoire. L'ancien régime avait d'ailleurs enclenché le PRORAP pour résorber définitivement ces abris provisoires. Aujourd'hui, avec ce nouveau régime qui promet également d'éradiquer de manière définitive la question des abris provisoires, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ces abris datent quand même des décennies. Oui, et puis, non seulement ça date de décennies, mais il y a d'autres abris qui viennent s'ajouter au stock qui est déjà là. Alors bon, on ne perd pas espoir, parce que quand même, je pense que les gens sont conscients de ce qui se passe. Et je vais vous faire un peu le contraste. Si vous voyez Sédhiou, on a ce qu'on appelle le LINAC. Si vous entrez dans le LINAC, c'est d'une grande modernité. Les élèves sont dans d'excellentes conditions. C'est des classes de 30 élèves qui ont suffisamment d'enseignants. Mais quand vous sortez à côté, vous voyez le lycée Ibou Diallo, c'est un lycée vétuste. Et c'est ce lycée qui a formé beaucoup de cadres aujourd'hui que je vois dans la scène politique se mouvoir. Mais c'est ce lycée qui les a formés. Vous allez au lycée Bala Moussa Dafé, c'est vrai, c'est un lycée qui n'a pas en tout cas qui n'a pas 20 ans, mais quand même, vous entrez dans les bâtiments, vous êtes ahuri,
Alors, donc, j'ai espoir que les autorités, non seulement vont regarder les écoles vétustes, mais ils vont résorber le gap des écoles provisoires. Hein. Mais madame, figurez-vous que c'est pas seulement ça le problème, hein, la vétusté des bâtiments dans la commune de Sédhiou ou les abris provisoires dans la zone rurale. Mais il y a un problème sérieux qui nous guette, c'est les effectifs. Parce que nous aussi, on est dans des classes de 60 à 70 personnes. On vous le dit, peut-être vous pensez que vous êtes dans la banlieue de Dakar ou etc. Mais ici, dans la région, dans la commune de Sédhiou, vous avez des classes pléthoriques. Vous avez un déficit d'enseignants qui ne dit pas son nom. Voilà. Il y a à le moment où je vous parle, des établissements où il n'y a pas de cours concernant certaines spécialités. Je donne l'exemple du CEM de Badiari, où il n'y a pas de prof de SVT. Il y a, je pense l'année passée, il y a 2 CEM qui ont fonctionné quasiment sans prof d'anglais. Et ça, c'est les cas qui nous sont rapportés. Hein. Et cette année, c'est encore pire. Il y a beaucoup de classes qui fonctionneront sans professeur. Dans l'élémentaire également, on est obligé de faire des classes multigrades ou on est obligé de faire du double fixe où il y a des établissements où il n'y a que 2 personnes. Donc, si l'un tombe malade, l'établissement arrête de fonctionner. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin des chargés de cours, en tout cas pour, dans le moyen secondaire, résorber, en tout cas atténuer le gap, mais également de recruter suffisamment parce qu'il faut que l'État parvienne à ça. Si on ne recrute pas, le déficit va se creuser et je vous assure que l'année sera encore perturbée, le quantum horaire sera entamé en plus en tout cas du fait que l'on commence tard et que l'on termine tôt, le quantum sera entamé par certainement la grève des élèves parce que c'est pas possible. Voilà, donc le déficit de professeurs est tellement important que voilà, il faut vraiment prendre ce problème-là à bras le corps pour un peu soulager le système. Et justement, il y a quelques jours, les élèves de Sédhiou étaient dans les rues pour dénoncer ce fait. Selon ces élèves, beaucoup d'enseignants ont été affectés au niveau des LINAC de Sédhiou. Oui, effectivement. Moi, dans mon établissement, il y a eu 4 départs. Si je ne m'abuse, il y a eu 4 départs. Et actuellement, nous, on ne fonctionne qu'avec un seul prof SVT pour tout le lycée. Hein? Voilà. Donc, et puis bon, c'est une dame, voilà, qui fonctionne hein, pour tout le lycée. Donc, il y a des classes qui peut-être, en fait, pour l'instant, n'ont pas de prof de SVT. Alors, donc, ces jeunes-là, d'ici quelques temps, vont bouger. Ça, c'est sûr. Donc, il faut qu'on anticipe sur ces problèmes-là pour éviter qu'il y ait encore d'autres perturbations. Et moi, quand le ministre était passé ici au mois de septembre, je pense que c'était des doléances qu'on avait posées. On leur avait dit carrément que le déficit, parce qu'il y a eu le mouvement national, c'est-à-dire une vague de départ vers les autres régions, parce que aussi, il faut comprendre que Sédhiou est une région de départ, parce que les gens, bon, ils viennent ici, ils font 3, 4, 5 ans, au bout de 10 ans, ils rentrent chez eux. Donc, on avait dit au ministre que s'il ne prend pas les devants, on va vers des difficultés, et c'est arrivé. J'ai pas compris cette inaction. Cette année, on nous a envoyé 38 professeurs sur un déficit qui dépasse les 90. Hein? Et ça, je dis que c'est un déficit cumulatif. Hein. Cette année, on a 90, mais il y a des déficits qui étaient déjà là. Donc, vous voyez l'ampleur du problème. Alors donc, le LINAC, c'est bien, nous, on s'en félicite parce que c'est une école d'excellence et je l'ai dit également devant le ministre qu'on nous a apporté la qualité ici à Sédhiou. C'est-à-dire, voilà, la proximité est importante parce que ça peut faire tache d'huile au niveau des autres établissements. Mais quand même, il ne faut pas oublier les autres établissements. Il ne faut pas que le LINAC soit l'arbre qui cache la forêt. On va dire oui, c'est le meilleur lycée, c'est un lycée d'excellence, etc. Et on oublie qu'il y a plusieurs établissements qui sont en train de souffrir à côté. Voilà, donc le ministre n'a pas su réagir à temps et aujourd'hui on est rattrapé par ces problèmes. Oui, effectivement.
D'accord. Pour 162 382 élèves inscrits cette année, selon la COSYDEP, il n'y a que 4 747 enseignants, soit, selon toujours les chiffres de la COSYDEP, Sédhiou a besoin d'environ 325 enseignants et toutes disciplines confondues pour la région. Quelles peuvent être, de manière générale, les conséquences de ce gap, de ce manque? Oui, mais disons, ça va entamer la qualité. Parce que je vous dis, les élèves qui doivent avoir des cours selon un quantum horaire bien défini, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, mais on procède à ce qu'on appelle des réductions horaires. Là où l'élève doit faire 8 heures, il se retrouvera avec 4 heures. Donc, il y a un manque. Et aujourd'hui, on ne va pas le voir tout de suite. Mais ces élèves qui subissent ces réductions horaires, ou qui subissent des doubles flux, ou qui sont dans des classes multigrades, d'ici 2 ans, 3 ans, ils arriveront à des classes d'examen. Et là, c'est là où on verra les dégâts que cela provoque. Parce que réduire le temps de travail d'un élève, qui sera évalué au même titre que les élèves qui ont travaillé toute l'année, mais vous voyez que le problème que ça pose. Donc, si aujourd'hui on se plaint du niveau et du mauvais classement des élèves de Sédhiou au niveau national, mais il ne faut pas interroger simplement le travail des professeurs, il faut interroger les conditions dans lesquelles ils travaillent et l'effectif des enseignants. Donc, il n'y a pas suffisamment, on est obligé de tailler sur le quantum horaire pour permettre à tous les élèves d'être servis. Et donc, ça déteint sur la qualité. C'est absolument nuisible et néfaste sur le niveau des élèves. Mais est-ce que vous arrivez à atteindre quand même le quantum horaire? Honnêtement, ça fait longtemps que dans le système sénégalais, en tout cas dans le public, que l'on arrive à atteindre le quantum, lié au fait qu'il y a souvent des perturbations. Et en tout cas, depuis aussi 2011 depuis 2021 jusqu'à cette année, alors il y a eu des perturbations qui sont extrascolaires, qui viennent déstabiliser l'école. Et donc, à chaque fois qu'il y a une journée de grève, ou qu'il y a une journée de débrayage, ou qu'il y a des élèves qui sortent parce qu'ils n'ont pas de professeur, il est clair que ça entame le quantum horaire. Il y a même des années où on a difficilement atteint la moitié du quantum horaire. Et donc, dans le système international, peut-être que c'est pas à ce niveau, mais dans le système international, il faut au moins atteindre un certain nombre d'heures de travail pour que votre semestre soit validé. Mais malheureusement, ici à Sédhiou, le quantum, on a du mal à dépasser la moitié du quantum horaire. Mais j'espère que cette année, peut-être qu'on y arrivera si les autorités prennent les mesures idoines. Voilà, de telle sorte qu'il y ait moins de perturbations et moins de problèmes au niveau des établissements. Et naturellement, ça va se sentir sur la qualité des enseignements et apprentissages avec les résultats des examens. Oui, on a constaté que même derrière le classement passé, Sédhiou n'a pas une bonne place au niveau national. Et voilà, nous on le regrette. Par rapport au travail que nous fournissons, parce que les gens sont surchargés, les gens dépassent leurs heures de travail, les gens font beaucoup d'efforts, mais le déficit est tel que si vous réduisez le temps de travail des élèves, parce que vous êtes obligé de le faire, vous n'avez pas de professeur, donc cela déteint sur la qualité, sur les performances des élèves. Et donc, une fois arrivés aux examens, alors les élèves sont évalués au même titre que leurs compatriotes qui sont à Dakar, Thiès, etc. Et donc, puisque c'est le même niveau et qu'eux, ils ont un déficit de temps de travail, mais cela déteint nécessairement sur les résultats. Donc, je le disais tout à l'heure, les mauvais résultats enregistrés à Sédhiou ne sont pas seulement à mettre sur le dos des enseignants, mais aussi interroger le déficit d'enseignants qui fait que les gens sont obligés de faire des réductions horaires pour que tous les élèves puissent être servis. Donc, on tue la qualité pour que les élèves puissent être dans des classes.
c'est ça. D'accord. Avec ce déficit d'enseignants, donc ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont pâtir avec des classes multigrades et des classes double flux. Mais êtes-vous rémunéré à la hauteur de la tâche, ces enseignants-là? Voilà, pour la question des rémunérations. Le G7, je me rappelle bien, avec le protocole de juin 2022, avait posé cette question de la rémunération. Et je pense que un enseignant, quel que soit le salaire qu'on lui donne, ne pourra jamais être suffisant par rapport à ce qu'il met dans la tête d'un enfant. Donc, il n'y a pas de prix à la connaissance que vous transmettez à un enfant du pays. Donc, sur ce point-là, les G7 avaient déjà posé le problème en disant que, regardez bien la rémunération des enseignants. C'est tellement dérisoire que finalement, vous exposez même l'enseignant. Parce que s'il n'est pas motivé, parce qu'il n'est pas bien payé, mais bon, il ne va pas se donner à fond. Parce que quand même, les gens veulent vivre du travail qu'ils exercent. Et c'est un métier noble, c'est un métier qu'ils aiment. Et je rappelle ce gouvernement-là, que le gouvernement passé avait signé ce protocole pour dire aux enseignants, je vais vous faire des augmentations substantielles, mais c'est pas la finalité. Voilà, donc vous prenez ça en attendant, mais on viendra renégocier pour qu'on puisse corriger le système de rémunération. Et le Premier ministre actuel, je l'ai entendu parler 2 fois de suite à la télé sur la correction du système de rémunération. Donc nous également, nous sommes en train d'alerter sur cette question-là. Mais je pense que j'ai entendu récemment également le Premier ministre dire que il faut dire aux syndicats de ne pas faire de revendications d'ordre financier. Mais nous, on a signé un protocole et que ce protocole doit être déroulé. C'est seulement au Sénégal où la signature d'un protocole aboutit sur un problème, alors que la signature d'un protocole doit être la solution à un problème. Si le gouvernement ne s'exécute pas par rapport à la correction du système de rémunération, mais il faut vous attendre au cours de l'année que le SAEMS, le QCEMS et tous les syndicats du G7 puissent redéposer cette revendication à la table et que l'État ait obligé l'État à corriger le système de rémunération. Donc si l'État est vraiment conscient et qu'il fait de l'école une priorité, il doit comprendre que il faut appeler les syndicats pour en discuter tout de suite. Parce que je sais que les préavis sont prêts. On est en train d'en discuter. Et Inch'Allah, bientôt, on mettra le préavis. Et le moment venu, si on n'est pas appelé, si on n'a pas d'accord, mais on engagera le bras de fer avec l'État. D'accord. Nous quittons un peu Sédhiou, à Oussouye plutôt. Une enseignante a été agressée par un parent d'élève parce que sa fille a été renvoyée de l'école suite à une bagarre. Ce genre de comportement est-il récurrent dans le Sud et quelle appréciation faites-vous en tant que syndicaliste de ces violences? Oui, en tout cas pour me désoler de cette situation, parce que je pense que l'espace scolaire ne doit pas être un espace violent. Voilà, donc l'espace scolaire, c'est là-bas où on transmet des valeurs, c'est là-bas où on transmet tout ce qui doit forger la personne, tout ce qui doit faire en sorte que les enfants aient les compétences requises pour le développement de la nation. Mais si je vois un parent d'élève ou un quelconque individu, quel qu'il soit, qu'il se retrouve dans l'espace scolaire et qu'il s'en prend à un collègue, moi vraiment ça me fend le cœur. Et j'ai communiqué récemment avec le secrétaire général du SAEMS au niveau de Sédhiou qui m'a expliqué la situation. Ils ont dû décréter parce que quelqu'un a été agressé ou un collègue a été agressé dans l'exercice de ses fonctions. Alors c'est un phénomène, oui, un peu récurrent à Sédhiou, mais d'un autre type. Ici, c'est plutôt les kankourans qui nous causent du tort. Parce que des fois, vous voyez des enseignants qui sont agressés par des kankourans. Et ça également, c'est à dénoncer. Les enseignants qui viennent ici ne viennent pas pour, disons, se moquer de la culture locale, mais ils viennent pour transmettre des connaissances aux enfants de ce pays qui sont ici assis. Et donc, vu ce travail important, on devrait penser à les protéger plutôt qu'à les agresser. Donc, moi, en tout cas, je le dénonce
Et je le déplore vraiment. Et je pense que les autorités aussi, que ce soit parents d'élèves, administration scolaire, syndicats, doivent s'asseoir et tirer cette affaire au clair, le régler et faire comprendre aux parents que nous ne sommes pas contre leurs élèves ou leurs enfants, mais nous sommes dans une dynamique de leur inculquer des valeurs qui sont utiles à la nation. Alors, à Dakar également, en tout cas dans les grandes villes, le phénomène est tout autre. Voilà, on voit également que des professeurs sont agressés cette fois-ci par des élèves ou par des groupes d'élèves, ou en tout cas ils sont filmés, ou ils subissent une pression psychologique qui ne dit pas son nom. Et ça également, l'administration doit prendre des mesures pour protéger les enseignants. Voilà. Donc si on ne le fait pas, on le prendra en charge. Et le cas qui s'est passé à Thiès, le SAEMS a eu à se déplacer personnellement pour porter assistance à un collègue et même porter plainte pour que les vidéos, en tout cas tout ce qui est lié à Internet, où on met la pression sur le collègue, où on le déstabilise psychologiquement pour que ces pratiques-là soient définitivement bannies de l'école. Parce que c'est pas digne d'un élève et ce n'est même pas digne d'un parent d'élève. Effectivement. Et de manière générale, quels sont actuellement vos points de revendication sur la table des négociations? Alors, au niveau national, nous avons signé un protocole avec l'État. Alors, il y a des points qui ont été mis en œuvre, mais il reste encore d'autres. Alors, le premier point sur lequel on discute actuellement, c'est le point lié aux décisionnaires. Les décisionnaires, c'est des enseignants, voilà, qui sont entrés dans la fonction publique au-delà d'un certain âge. Mais parmi ces décisionnaires, il y a un bon nombre, en tout cas, dont la faute incombe à l'État. Le statut de décisionnaire n'est pas lié au fait qu'ils ont tardé à entrer dans la fonction publique, mais l'État a tardé dans la mise en œuvre des examens qui doivent leur permettre d'avoir le diplôme et d'entrer dans la fonction publique. Donc, on est en train de négocier. Le régime passé avait déjà porté la question à l'Assemblée, mais pour quelques difficultés, la loi n'a pas été votée. Mais nous exigeons que ce gouvernement actuel puisse prendre en charge cette question le plus rapidement possible. Il faut que la question des décisionnaires soit définitivement évacuée. On ne peut pas avoir une fonction publique où on a des fonctionnaires, disons, des fonctionnaires normaux, et de l'autre côté, des fonctionnaires de seconde zone. C'est dégradant et c'est pas bien. Alors, le deuxième point, c'est les enseignants. Et je pense que c'est sur ce point qu'on a le plus avancé. Alors, la formation des enseignants, c'est qu'il y a des enseignants qui ont des diplômes spéciaux ou qui n'ont pas achevé leur formation et donc ou qui ont acquis récemment des diplômes et qui veulent retourner à l'école normale pour avoir le diplôme professionnel qui correspond et pouvoir évoluer dans la fonction publique. Alors, sur ce plan-là, on a vu un effort quand même. Il y a beaucoup l'année passée, il y a eu beaucoup de cohortes qui sont entrées et nous sommes en train de surveiller ça pour voir où est-ce que cela va mener. Donc, nous restons vigilants. Alors, il y a également le problème sur le cadre scolaire. Parce que chez nous, ou beaucoup de régions, on a vu la vétusté des bâtiments, le manque de matériel pédagogique, le manque d'enseignants, le déficit d'enseignants, etc. Donc, c'est des problèmes également qui sont posés sur la table. Il faut que l'État parvienne à gérer tous ces problèmes-là le plus rapidement possible. Il y a aussi la question du système de rémunération, il ne faut pas l'oublier. Alors, le système de rémunération, on avait trouvé une solution provisoire en attendant que ce système soit corrigé. Alors, il ne faut pas que l'État nous dise aujourd'hui que oui, pour des questions X, Y, les enseignants ne doivent pas évoquer cette question. Cette question a déjà été signée dans un protocole. Il faut qu'elle soit exécutée et que le système soit corrigé. Donc ça, c'est en général les points qui sont qui sont sur la table et qui méritent d'être étudiés. Alors, en offre, il y a également des points que nous sommes en train de discuter, c'est-à-dire les questions des programmes scolaires. Voilà, les syndicats sont en train de s'impliquer parce que nos programmes sont jugés vétustes et peut-être ne s'adaptent plus aux besoins de l'heure.
Donc, il faut qu'on évolue vers une éducation qui soit adaptée à nos valeurs, mais également une éducation qui est adaptée à nos besoins économiques. Voilà. Donc, il faut qu'on y aille vers le plus rapidement possible. Ce sont des réformes qu'on doit mener et les syndicats sont en train de réfléchir pour que le moment venu, ensemble avec l'État et tous les partenaires de l'éducation, qu'on puisse arriver à cela. Donc, voici grosso modo un ensemble de problèmes que nous allons évoquer au cours de l'année avec l'État. D'accord. Une dernière question. Aujourd'hui, le Front social est en ébullition. La santé, l'éducation, l'enseignement supérieur. Craignez-vous une année scolaire perturbée? Oui. En tout cas, je ne garantis pas une année scolaire stable si l'État ne fait pas ce que les syndicats attendent. En tout cas, du point de vue de l'enseignement, je ne connais pas certains secteurs, ce qui se passe là-bas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si le protocole qu'on avait signé en juin 2022 n'est pas mis à exécution, mais on va vers des lendemains troubles. Oui, effectivement. Voilà, ça, je vous ai parlé tout à l'heure d'un préavis qui est en préparation, on le déposera et quand le délai sera expiré, mais vous nous entendrez dans la rue. Hein. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Barnabé Diémé. Le mot de la fin, c'est quoi? Voilà, appelez juste les autorités scolaires à plus d'ouverture aux partenaires sociaux. Demandez à l'État d'exécuter le protocole qu'on a eu à signer. Demandez également, en tout cas de façon spécifique à la région de Sédhiou, que tout ce qui est bâtiments vétus, manque de matériel, etc., que ça soit dépassé, parce qu'on ne peut pas comprendre que la région de Sédhiou soit vraiment le parent pauvre de l'éducation. Et puis, appeler à plus de compréhension. Hein. Et aussi profiter pour remercier tous les camarades du SAEMS qui nous ont écoutés. Remercier surtout notre secrétaire général national, El Hadj Malick Diop, voilà, qui abat un travail extraordinaire en termes de portage de nos difficultés. Et remercier également le directeur de la radio, vous-même, la présentatrice, espérant vous rencontrer bientôt dans d'autres entretiens. Merci beaucoup en tout cas, Barnabé Diémé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général régional du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, section Sédhiou. Merci également à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9h. Merci à Yao Diallo pour la mise en onde de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.